I'm really thrilled and privileged to be joining you this morning here in Paris. Paris and France in particular is a strategic partner to the United Arab Emirates. We have a very strong political relationship between the two nations. Very strong economical trade between these two countries, and the relationship goes a long time ago. Now, the UAE, for you who don't know much about the UAE, the United Arab Emirates is the gateway for the region, and we are surrounded by a region that is fast growing, a region that is hungry for new ideas and new initiatives. And what we're trying to do, basically, we're trying to go internationally and encourage entrepreneurs and startups and whoever is looking to expand internationally to join us in the United Arab Emirates and to use the United Arab Emirates as a platform where you can penetrate the region around us from the UAE and specifically from Ajman. Alors, il expliquait qu'il y a une forte relation entre la France et les Émirats arabes unis et qu'ils sont fiers aujourd'hui de pouvoir proposer des solutions pour vous, Français, vous expatrier, ouvrir une société, avoir un visa aux Émirats, et qu'il y a des gouvernements tels que des free zones qui sont là pour vous accompagner du début à la fin dans cette aventure et devenir un peu la porte d'entrée aux Émirats. Now, we understand as a country that in order for us to be the best, we have to provide the best business environment. And this is something that we really take it seriously as a country and cascades down to all the cities. We really want to become the best or one of the best countries globally by providing the right regulations, the best incentives, the best infrastructure. And this is why you see Dubai, the United Arab Emirates, Abu Dhabi, Ajman is growing very, very fast. A country that is 50 years old only is now one of the most visible countries globally in the international places. You know, a few weeks ago, I received a friend of mine from Spain. He's in the business of trading olive oils and stuff like that. And he's very Catalan, very Barcelona, very loyal to his city. And he said, you know, Ismail, I decided to move to UAE. I said, Ian, why are you moving? What's happening? His answer was the following: everyone is moving to the United Arab Emirates. So this is the impact. This is what's happening. Why? Because the region that we're surrounded with is a region that is dominated by young generation. And the young generation that creates the mainstream of the economy. The region that has a lot of potential, that has a huge human capital, and it has the highest growth in terms of gross domestic product. So where else to service the region better than the United Arab Emirates? Now we're trying to capitalize on these advantages by providing 100% ownership to startup and entrepreneurs, giving tax benefits where there is no personal income tax. If you do business from Ajman internationally, then there is no corporate tax. Setting up a company can happen in one click, as simple as possible. We as the Free Zone Authority, we are the custodian. We entertain the businesses and SMEs from end to end. So your business license, your employment visas, your medical health care, and the entire spectrum of services that are required by anyone who's looking at setting up a company in the United Arab Emirates. Moreover, we ensure that we partner with the right people who speaks the lingo, ensures that your onboarding process to the United Arab Emirates is seamless and as easy as possible.
because expanding to a new country is not always easy. You need someone who has that local know-how. And I think we couldn't find a better, partner than our colleagues here to be our official partner here in France, who can ease the process for you and explain to whoever is excited about growing internationally and to use the United Arab Emirates as a base on how to do that. If I keep speaking, I will not finish because this is something that I like to do. But I don't want to hijack your program. I leave the floor to you now. Thank you so much. There are questions, I'll be more than happy to answer them. Thank you. Je vais peut-être vous faire une petite traduction rapidement. Il expliquait donc que les Émirats Arabes Unis ont pour vocation de devenir les meilleurs et qu'en 53 ans, ce qu'ils ont pu réaliser est tout simplement incroyable. C'est surtout expliqué par le fait que la région est peuplée de jeunes et que les jeunes sont là pour innover et pour transformer demain, apporter du nouveau. Et que il a même des amis espagnols. Je pense que beaucoup de personnes ont compris parce qu'ils ont souri, qui sont très patriotes, qui ont quand même fait la démarche de venir aux Émirats. Et la réponse du pourquoi ce changement de vie, c'est de se dire qu'en fait, les plus grands entrepreneurs aujourd'hui s'intéressent aux Émirats Arabes Unis et que c'est l'endroit où il faut être si on a un business à développer. Il a aussi dit qu'on était les meilleurs pour vous accompagner. Donc, il a expliqué également que les Free Zones ont des partenaires locaux qui parlent votre langue, qui connaissent les démarches aussi françaises, la fiscalité, ce que vous devez faire avant de vous expatrier, pendant votre expatriation et pourquoi pas aussi après votre expatriation. Et c'est pour ça qu'on travaille en étroite collaboration pour vous apporter l'expertise UAE, là vous êtes directement à la source, et avoir une passerelle pour vous faciliter toutes les démarches. So, thank you so much for everything. Yes, thank you. Thank you, Ras. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Nouria Mamesh, fondatrice du groupe Clémenceau. Je suis arrivée aux Émirats en 2016. Très simplement, j'avais 21 ans. J'avais plein de rêves. Et si on m'avait dit un jour que je serais aujourd'hui devant vous pour vous expliquer les opportunités aux Émirats, je n'aurais peut-être pas cru. Mais c'est exactement ce qui se passe aux Émirats Arabes Unis. Vous pouvez développer votre business, vous pouvez vous développer personnellement et vous pouvez apporter énormément de plus-value aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent s'expatrier en famille. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'expatriation en général, de comment créer une société parce que c'est mon métier de base. On est certifié par les Free Zones et c'est pour ça qu'on a l'honneur aujourd'hui d'être accompagné directement par eux. Je laisserai ensuite la parole à Sabrine. Je pense que vous allez avoir beaucoup de questions à lui poser. C'est une avocate française qui va pouvoir vous renseigner sur toute la partie fiscalité qui est très importante quand on s'expatrie aux Émirats ou ailleurs. Et je laisserai enfin la parole à Mouedine qui est expert comptable, qui vous a préparé des slides magnifiques entre entreprendre en France et entreprendre à Dubaï et ce qui reste à la fin dans votre poche, mais pas que. Il va vous expliquer tout le paysage de compliance aux Émirats. Donc très rapidement, on ne va pas reprendre point par point, mais je vous ai expliqué les sujets qu'on allait aborder. Première question, pourquoi beaucoup de Français s'expatrient aux Émirats Arabes Unis ? 22 000 Français ont été enregistrés l'année dernière et il y a une forte croissance. On le voit notamment avec les inscriptions aux écoles. Il y a quelques écoles qui enseignent la langue française. Donc, les points principaux, la fiscalité. Pendant plusieurs années, jusqu'en 2023, il y avait 0% d'impôts aux Émirats Arabes Unis. Depuis cette année, il y a uniquement 9% d'impôts sur les sociétés à partir d'un certain seuil que Mouedine vous expliquera. Donc, il y a encore plusieurs possibilités de retomber à 0% d'impôts sur les entreprises. Sur le personnel, on est toujours à zéro. Donc, tous les salaires aux Émirats Arabes Unis sont en net.
Si vous achetez un appartement, que vous le louez, les loyers sont reçus en net et vous n'avez aucun impôt sur vos revenus personnels. Bien sûr, l'ensoleillement. On a une météo très favorable aux Émirats Arabes Unis, mis à part l'été, qui est connu pour être extrêmement chaud, vu que ça reste une zone dans le désert. Mais beaucoup de Français, beaucoup d'Européens s'expatrient aussi pour le climat qui est très agréable. Et avoir du soleil au quotidien, ça fait quand même du bien. La sécurité, le taux de criminalité est quasiment inexistant. C'est pas une légende, j'habite aux Émirats, je ne ferme pas la porte de chez moi. D'ailleurs, là, je suis en France, la porte de chez moi est ouverte. Parce que la femme de ménage peut venir donner à manger aux chats. La porte est totalement ouverte. Les clés de ma voiture sont dans mon appartement et ma voiture est visible. Je vous donne un cas concret pour vous expliquer qu'on vit dans un cadre où on a oublié ce que c'était des agressions, des insultes, des bagarres. On n'a absolument pas ce type d'exemple aux Émirats Arabes Unis. Et je peux vous assurer que ça fait un grand bien au quotidien. Et je pense encore une fois aux enfants qui ont besoin de grandir dans un environnement sain. Et l'environnement aux Émirats Arabes Unis est très sain, et surtout pour les femmes. Vous pouvez sortir dans la tenue que vous souhaitez à 2h, à 3h du matin. Il ne peut rien vous arriver. Il y a un énorme respect pour les femmes. Peu importe la tenue que vous portez, peu importe le style de vie. Donc un gros point fort pour l'expatriation, c'est cette sécurité. La diversité culturelle, plus de 220 nationalités enregistrées aux Émirats Arabes Unis. Au-delà de la richesse que vous pouvez avoir à échanger au quotidien avec des personnes du monde entier, vous pouvez facilement aussi faire du business. Les Émirats sont un point central et donc vous allez pouvoir faire des connexions très facilement, et pas que avec la communauté francophone, mais avec toutes les communautés. Donc, où se trouvent les Émirats Arabes Unis? Cette slide m'a fait un peu sourire quand j'ai faite, mais je le fais quand même parce que beaucoup de personnes confondent encore avec l'Arabie Saoudite. Donc, les Émirats Arabes Unis, vous voyez, c'est juste ici. Juste là. Il m'a peut-être pas très bien fait, mais donc, comme je disais, c'est une zone très intéressante pour le business, forcément, proche de l'Asie. Vous voulez que je fasse un zoom, pardon? Non, je ne vois pas que ça. Exactement, je leur ai dit au marketing, je sais pas si... C'est bon, vous pouvez voir? Voilà. Bah là, bon, je pense que c'est le picto qui est un peu mal fait. Mais en tout cas, ça se trouve juste ici. Donc, beaucoup de personnes confondaient encore avec l'Arabie Saoudite. Mais les Émirats Arabes Unis sont composés de 7 différents Émirats. Donc, désolé, je pense que c'est le zoom. Voilà. Donc, il y a 7 différents Émirats aux Émirats Arabes Unis, Abu Dhabi étant la capitale. Vous avez Dubaï qui est la capitale économique, Sharjah, Fujairah, El Khoweil, Ras Al Khaimah et enfin Ajman. Donc c'est vrai qu'on connaît Abu Dhabi et Dubaï, mais les autres Émirats sont en train de se développer à vitesse grand V. Ras Al Khaimah notamment avec le casino qui arrive dans quelques années. Les travaux ont déjà commencé, c'est un projet qui est validé et qui est en cours de finalisation. Et quand on va continuer dans cette présentation, plus vous descendez dans le nord des Émirats, et moins la vie est coûteuse, moins la création de société aussi est coûteuse. Et c'est exactement ce que je vais vous présenter aujourd'hui, puisqu'on est venu avec Ajmal. Comment préparer son expatriation? Quand je suis arrivée à 21 ans, j'avais uniquement une petite valise. J'avais pas de grand risque parce que j'arrivais seule. Mais quand on se déplace en famille, quand on se déplace aussi avec une entreprise, il faut vraiment préparer son expatriation. On fait de la création de société et de l'accompagnement à l'expatriation, mais on a aussi des cas où on désenregistre des sociétés, on annule des visas parce que les personnes retournent dans leur pays. Et bien souvent, c'est une mauvaise gestion financière et une mauvaise préparation à l'expatriation. Donc, je voulais vous donner 6 points clés pour éviter toute surprise, et c'est surtout concernant le budget. Donc, bien sûr, il faut définir un projet clair. On a beaucoup de personnes qui avaient des sociétés qui marchaient très bien en France dans des domaines particuliers. Par exemple, la restauration rapide avec une recette qui cartonnait en France.
En arrivant aux Émirats Arabes Unis, ils ne se sont pas rendus compte qu'ils s'adressaient qu'aux Français. Et dans ces Français, ils s'adressaient aux Français qui aiment ce type de fast-food. Et ensuite, au bout de 3, 4, 5 mois, ils se rendent compte que la boutique ne peut pas tourner de cette manière-là. Donc, il faut définir un projet qui est adapté aux Émirats Arabes Unis. Et on est aussi là pour vous conseiller. Anticiper le budget, bien évidemment, aux Émirats, beaucoup de charges se payent en avance. Le loyer, fut un temps, c'était vraiment 1 an d'avance. Maintenant, vous pouvez trouver en 3, 4 ou... C'est plus entre 2 et 4 fois. Donc, par exemple, si vous avez un loyer à 15 000 € l'année, vous allez devoir payer en 2 fois et débourser cette somme-là dès le début. En plus, quand vous vous installez, vous allez devoir donner des cautions pour l'eau, pour l'électricité, pour Internet. Et c'est pas des paiements qui sont mensuels. Donc, il faut prévoir ce mode de vie qui ne fonctionne pas du tout comme en France avec nos charges mensuelles. Il faut comprendre les démarches. On est là pour vous les expliquer. Mais il faut être attentif. Il faut prendre des notes. Il faut bien tout anticiper. Je vous donne un exemple. Au-delà de la création de société, du visa, qui sont des choses qu'on va absorber à 100%. Par exemple, une fois que vous devenez résident aux Émirats Arabes Unis, vous n'avez plus le droit de conduire avec votre permis français. Il faut convertir votre permis en permis émirati sous peine d'amende. Les réglementations sont différentes. Il faut bien comprendre ces démarches-là. Donc, il faut avoir aussi, il faut prendre l'initiative de se renseigner au-delà de la création de société et du visa sur toutes les démarches que vous allez devoir faire, notamment avec les assurances maladie et autres points qu'on va aborder. Il faut s'adapter au mode de vie qui est quand même différent, très différent qu'en France pour plusieurs choses. Sur la culture, où je vous expliquais qu'il y a plus de 220 nationalités, la langue anglaise est quasi primordiale. La langue arabe arrive juste après. Mais on a beaucoup de personnes qui ont ressenti énormément de frustration à ne pas pouvoir s'exprimer avec la supérieure du coin, avec le taxi ou sur un business meeting, parce que la langue anglaise est vraiment primordiale. Les personnes arrivent de pays différents, avec des manières différentes d'utiliser la langue anglaise, avec des accents différents. Donc, il faut vraiment être ouvert d'esprit et s'adapter à ce changement de vie. Souscrire à une assurance santé. Pas de sécurité sociale aux Émirats Arabes Unis, en tout cas pas pour les étrangers. Les Émiratis ont accès aux hôpitaux de manière gratuite. Il y a quelques hôpitaux, il y en a un seul, et Mustapha le connaît très bien, qui acceptent de soigner à titre gracieux quand vraiment la personne n'a pas le choix. Mais dans 99% des cas, vous devez présenter une assurance maladie avant même d'être reçu par un médecin. Donc c'est très important. On a Expat Assurance qui est en stand juste ici. Et pareil, ça a un coût. Ça peut varier entre 1 000 € pour quelque chose de correct à l'année. Et ça peut monter jusqu'à 4 000 à 5 000 € si on a besoin de soins particuliers, si on a des pathologies particulières, si on a des projets de grossesse et donc accouchement. Donc c'est un coût à prévoir, surtout quand on vient en famille. L'assurance maladie n'est pas obligatoire pour tout le monde, mais ça le devient. Par exemple, aujourd'hui, si on s'inscrit avec la Free Zone de Ajman, je suis dans l'obligation de vous faire souscrire à une assurance maladie pour pouvoir obtenir le visa. Donc, c'est un point très important. Adopter le bon mindset, j'en reviens à s'adapter au mode de vie. Les Émirats sont très différents de la France. C'est pas mieux, c'est pas pire, c'est totalement différent. Et donc, il faut venir avec une ouverture d'esprit. Donc là, on rentre dans le vif du sujet, les étapes pour créer une entreprise, obtenir un visa et ouvrir un compte bancaire. La première étape, c'est de définir l'activité. Aux Émirats Arabes Unis, vous allez avoir plus de 45 free zones. C'est comme si, je vous dis, il y a 45 préfectures. Alors, laquelle choisir? Premièrement, on va partir de l'activité. Certaines free zones ne vont pas accepter le trading d'automobile, par exemple. Certaines free zones ne vont pas accepter les activités autour de la santé. De manière générale, en tout cas, notre clientèle, plus des activités en ligne, du e-commerce, de la crypto-monnaie, du e-learning. Et ça, c'est adaptable à la plupart des free zones. Donc là, une fois qu'on a l'activité, on va choisir la juridiction. Il y a 2 grandes familles de sociétés aux Émirats, pour vous expliquer très simplement. On a les mainland et les free zones.
Les mainland, avec le mot main, c'est pour principal. Ça veut dire que c'est vraiment adapté aux personnes qui vont faire du business aux Émirats avec les citoyens des Émirats. Exemple, une boulangerie, un salon de coiffure, de la location de voitures. Les free zones, ce sont donc des zones franches qui sont beaucoup plus adaptées pour les personnes qui ont un business qui ne nécessite pas de bureau physique. Ces free zones-là, il y en a 45 dans tous les Émirats, pas uniquement à Dubaï. Plus on s'éloigne dans le nord des Émirats, et moins c'est coûteux. Les démarches administratives sont très simples. Je vois ici, je reconnais des visages qui ont déjà créé des sociétés avec nous. Donc, on commence à distance. En une semaine maximum, vous avez votre licence qui est faite. Vous n'avez pas besoin d'être sur le territoire. La licence, si on utilise des termes français, c'est un extrait de cabis. Sur cet extrait de cabis, vous pouvez adapter entre 3 et 5 activités. Donc, par exemple, vous pouvez me dire, je fais du e-commerce, mais je donne aussi du conseil en architecture et j'ai pour vocation de faire des sessions de e-learning dans 4 ou 5 mois. Donc, je peux regrouper toutes ces activités sur la même licence. Vous n'avez pas besoin de multiplier les licences, vous pouvez tout regrouper. Ça, c'est un avantage assez important aux Émirats. Donc, une fois, et c'est un avantage parce que ça peut être ce qu'on appelle mix and match. Vous pouvez mettre des activités qui ne sont pas forcément de la même famille. Donc, les démarches. Une semaine pour la licence. Vous êtes encore à l'extérieur du pays. On a besoin de 10 jours pour faire votre visa. Donc, on a besoin d'environ 15 jours à 3 semaines pour vous dire votre licence est créée, votre visa est fait. Vous avez 2 mois pour vous présenter sur le territoire pour compléter les démarches. Parce que le visa qui est octroyé à distance, c'est bien sûr un visa provisoire. Établir un budget réaliste, j'y reviens tout le temps parce qu'une société doit être entretenue. Avec de la comptabilité, il faut faire un enregistrement à la corporate tax, à la TVA, faire des déclarations tous les 3 mois. Mouhidine reviendra sur ce sujet. Et surtout, le point à retenir, c'est qu'une licence a une durée de validité de 1 an. Donc tous les ans, à date anniversaire, la Free Zone ou moi-même, on revient vers vous pour vous dire qu'est-ce qu'on fait avec cette entreprise. Est-ce qu'on la renouvelle, moyennant des frais? Est-ce qu'on la clôture, moyennant des frais également? On ne peut pas la laisser expirer parce que vous allez avoir des amendes tous les mois. Donc il faut bien le savoir, il faut bien y réfléchir parce que des personnes se lancent trop tôt et au moment de renouveler, ils m'appellent en me disant « Eh ben, j'ai ni l'argent pour clôturer la société, ni l'argent pour la renouveler. » Et on a déjà récupéré des cas qui avaient des amendes depuis des mois et des mois. Je pense à une free zone à Dubaï qui n'est pas du coup la free zone d'Ajman. Il y a 2000 dirhams de pénalité de non-renouvellement par mois. Ça fait 500 €. Je vous laisse faire le calcul sur 6 mois de non renouvelé. Donc, il faut bien se préparer par rapport à ça. Quels types de visas sont disponibles aux Émirats? Premièrement, le visa investisseur via une société. Donc, quand vous créez une société, la société est faite, on va voir l'immigration pour dire « Monsieur Untel a créé sa société, de par la loi, il a le droit à un visa investisseur de 2 ans. » Vous avez votre visa investisseur de 2 ans qui est relié directement à votre société. Vous pouvez aussi avoir un visa investisseur si vous achetez un bien immobilier. Et là, vous allez avoir des barèmes. Si vous achetez un bien entre environ 180 000 €, ça dépend parce que le taux monte et redescend. 180 000 €, vous avez 2 ans. Si vous achetez un bien à plus de 2 millions de dirhams, donc l'équivalent d'environ 500 000 €, vous avez le droit à un visa investisseur de 10 ans. L'avantage, quand vous l'avez, vous pouvez donner votre période de validité à ce qu'on appelle vos dépendants, époux, épouse et enfants. Ils ont la même validité que vous. Votre visa est forcément rattaché à une personne soit physique, soit morale. Si cette personne physique ou morale n'existe plus, votre visa n'existe plus. Je vous donne un exemple, vous clôturez votre société, votre visa doit être clôturé en premier. L'État ne va jamais accepter de clôturer une entreprise qui détient des visas. C'est une sécurité pour les employés et pour les citoyens. Vous avez bien sûr les visas employés. Donc, quand vous créez une société, vous pouvez naturellement employer des gens, des personnes. Et vous pouvez sponsoriser donc vos dépendants, époux, épouses, enfants et aussi vos parents. Donc, on a déjà des familles qui se sont expatriées vraiment de 3 générations et on peut faire les visas pour tout le monde. Les étapes pour obtenir un visa. Il faut que le sponsor soit existant.
Est-ce que vous avez créé une société? Est-ce que votre mari, votre femme a un statut? Est-ce que vous avez acheté un bien immobilier? Une fois que j'ai un point de rattachement, je peux rattacher votre visa. On dépose un dossier. Le visa doit être accepté par le gouvernement des Émirats. Bien sûr, votre coordinatrice administrative et son équipe n'est pas du tout décisionnaire. On a déjà eu des cas de visa refusés. En 9 ans à Dubaï, on en a eu 4. Ça reste rarissime, mais ça peut exister. Une fois que le visa est accepté, l'État va vous demander de passer une visite médicale qui consiste à faire une prise de sang et une radio des poumons. Il vérifie les maladies infectieuses. Si vous êtes porteur de ces maladies-là, le visa est refusé. Une fois que la visite médicale est notée fit, que vous êtes accepté, la dernière étape, c'est de faire des empreintes digitales pour créer votre Emirate ID. Et ce qui est super, c'est que tout est connecté. Votre permis de conduire, vous n'avez pas besoin de refaire de photos, vous n'avez pas besoin de refaire vos empreintes digitales. Pour tous vos documents administratifs, tout va être relié à votre Emirate ID et à vos empreintes. Donc, c'est une fois pour toutes. Alors, le compte bancaire, c'est le cheval de bataille de tous les entrepreneurs aux Émirats Arabes Unis. J'ai vu récemment une vidéo d'un entrepreneur qui disait avoir eu pas que des bonnes expériences avec les banques. Ça s'est amélioré ces derniers temps. Vous avez des options différentes. La première option, c'est d'ouvrir dans une banque classique. La banque classique va vous demander un bon nombre de documents et dans la plupart des cas, un bail de location ou un justificatif de domicile aux Émirats. Plus de 80% de nos clients n'ont pas ce justificatif de domicile puisqu'ils n'habitent pas aux Émirats. Depuis quelque temps, depuis 2 ans, il y a une banque en ligne qui est pour moi l'équivalent de Revolut, qui est entrée en piste et qui permet d'ouvrir des comptes bancaires en 1 semaine. Vous avez le système Wise qui est rattaché à cette banque, donc qui vous permet de faire des transferts internationaux assez facilement et assez rapidement. C'est une banque en ligne, mais qui est propulsée par First Abu Dhabi Bank, la première banque d'Abu Dhabi, qui détient cette banque. Donc aussi, même si vous avez du liquide, vous pouvez le déposer. Donc c'est quelque chose d'assez sérieux et ça permet d'ouvrir beaucoup plus facilement. Si vous avez besoin d'un compte bancaire physique, on peut se lancer dans l'aventure, mais ça peut prendre entre 1 à 6 mois selon les activités. Si vous venez à moi en me disant « je veux ouvrir une agence immobilière à Dubaï », l'immobilier est considéré comme high risk et là on part pour 6 mois de démarche. Mais on a toujours une solution avec cette banque en ligne qui peut rentrer en jeu. On va faire un zoom sur l'Émirat d'Ajman. Alors déjà, qui connaît l'Émirat d'Ajman? Levez la main. Bon, ça va, c'est pas mal. C'est le plus petit émirat aux Émirats Arabes Unis. On est à 40 minutes de Dubaï, un peu moins. L'avantage, c'est que vous avez donc cette proximité. C'est beaucoup plus calme, notamment pour la vie de famille. C'est l'un des Émirats les plus abordables. Je regarde souvent les annonces immobilières pour voir un peu le marché dans les autres Émirats. Vous pouvez avoir une maison pour 65 000 dirhams l'année, ce qui fait environ 15 000 euros. Avec ce même tarif, à Dubaï, vous avez un studio et encore. Donc, il y a une sacrée différence pour 30 à 40 minutes de voiture. Donc, la qualité de vie, il y a moins de congestion que Dubaï, il y a un environnement plus tranquille, plus naturel. Vous avez plusieurs plages, des espaces naturels avec des animaux. La fiscalité, elle est avantageuse parce que vous pouvez obtenir une exonération d'impôt sur les sociétés totale. Donc, ça revenait à ce que je disais au début, vous pouvez retomber sur 0%. Parlons argent. Donc, aujourd'hui, si vous êtes seul, que vous voulez créer une entreprise dans le nord des Émirats, notamment avec Ajman, et que vous voulez un pack complet, le pack complet, c'est 3 étapes. C'est création de société, obtention du visa, ouverture du compte bancaire et les premières démarches pour vous mettre aux normes comptables. On est entre 4 000 et 5 000 euros selon les options. Donc, on va partir sur 5 000 euros. Pour 5 000 euros, vous avez un pack complet, clé en main d'ouverture de société. L'année prochaine, à date anniversaire, vous devez renouveler à hauteur de 3 500 euros de manière impérative, comme je vous l'ai expliqué, ou clôturer pour environ 2 000 euros. Donc, le visa, c'est toujours 2 ans sur ce pack-là. La Free Zone de Ajman a énormément d'avantages. Si vous souscrivez à leur Free Zone, vous n'avez pas besoin de louer un bureau.
Imaginez l'économie que vous allez faire. Ils vont vous domicilier directement dans leurs locaux et vous avez plusieurs options. Vous pouvez choisir un bureau virtuel, donc un espace où vous pouvez vous y rendre, mais c'est vraiment pour être utilisé en adresse de domiciliation. Vous avez aussi des entrepôts parce qu'en fait, la Free Zone d'Ajman se trouve juste en face du port d'Ajman. C'est vraiment à 2 minutes à pied. Vous avez beaucoup d'avantages aussi par rapport à ça. Et vous pouvez avoir des showrooms, faire de la vente de détail en souscrivant à cette Free Zone. Donc l'émirat d'Ajman, j'espère que cette fois-ci, ils ne se sont pas trompés. Donc la Free Zone se trouve... Je ne vais pas retenter le zoom, j'espère que vous voyez bien. C'est bon? Donc, les avantages principaux. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut encore un associé émirati pour ouvrir une société à Dubaï. Parce que dans les pays du Golfe, c'est encore le cas pour certains pays, plus pour les Émirats. Vous êtes 100% propriétaire de votre société. Vous avez donc les avantages fiscaux, un accès facile aux marchés mondiaux et le processus de création de société est très rapide, notamment avec Ajman. En 48 heures, ils peuvent vous créer votre société. Il y a plus de 50 secteurs avec cette Free Zone. Les activités administratives, le e-commerce, le sport, les technologies, santé, beauté, bijouterie, l'import-export. On va passer au dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est la vie sociale des Français aux Émirats Arabes Unis, parce que s'expatrier, c'est bien. Personnellement, je me suis expatriée seule et je vais utiliser le mot, j'ai au début un peu souffert de solitude, parce que quand on arrive, c'est super. Dubaï, c'est beau, les endroits sont magnifiques, mais quand on doit les visiter seul et qu'on ne connaît personne, je pense que partout dans le monde, ça peut devenir une expérience assez compliquée. Je me suis fait des amis assez rapidement parce que j'ai été curieuse. Et 9 ans après, ces personnes-là sont toujours mes amis. Il y a énormément de groupes sur Facebook. Ça paraît peut-être banal, mais vous avez les Français à Dubaï, The French in Dubai, les nouveaux aventuriers, avec des groupes où il y a plus de 20 000 Français francophones qui organisent des meet-up. Donc, il y avait à l'époque Women in Dubai, où on pouvait se retrouver autour d'un café. On pouvait se faire des contacts, des amis, du networking. Donc, il faut avoir la curiosité d'aller vers les gens. Et de toute façon, Dubaï, c'est une ville où énormément de personnes viennent seules. Donc, l'environnement est cosmopolite. Il y a beaucoup de groupes, comme je disais, Facebook. Il y a des meet-up, tout simplement sur le site Meetup. Il y a des entreprises comme la nôtre qui organisent des meet-up tous les trimestres sur des thèmes différents. On peut se retrouver pour faire une balade dans le désert, on peut se retrouver pour une session networking avec un speaker. Ça permet de découvrir les Émirats et surtout de se faire des contacts et des amis. J'en ai fini pour ma partie. Je vais laisser la parole à Sabrine, mais avant ça, je vous rappelle qu'il y a un jeu concours. Vous pouvez tenter de gagner la création de votre entreprise aux Émirats Arabes Unis, 2 billets d'avion et 4 nuits d'hôtel à Dubaï ou dans l'Émirat que vous souhaitez. Il vous suffit de vous rendre sur l'Instagram Clémence au groupe. Il y a une publication et on va faire un tirage au sort pour le 31 décembre. Donc, c'est un cadeau pour vous. Et si vous avez vos projets... janvier, pardon. Je suis restée 31 janvier 2025. On va faire un tirage au sort sur l'Instagram Clémence au groupe et offrir ce beau cadeau. D'ailleurs, si vous voulez créer votre société, vous avez les experts qui sont dans la salle d'à côté avec des tarifs préférentiels spécialement pour aujourd'hui. Vous avez un stand immobilier si vous voulez vous renseigner sur l'investissement, pas que à Dubaï, mais dans tous les Émirats. Et vous avez Expat Assurance pour les assurances maladie. Voilà. Je laisse la parole à Sabrine et je reste ici parce qu'on va faire une session de questions-réponses où on répondra à toutes vos questions. J'espère que ça vous a plu. Bonjour à tous. Je vous laisse peut-être quelques minutes pour vous inscrire sur la page Instagram et participer au jeu concours. Hop. Alors, comme vient de l'indiquer Nouria, je suis avocate en droit des affaires. Et je vais sur ce petit créneau essayer de vous donner les éléments essentiels que vous devez avoir en tête d'un point de vue fiscal lorsque vous expatriez ou que vous projetez d'avoir des activités
entre les Émirats Arabes Unis et la France. Alors, on est sur une conférence d'une petite dizaine de minutes, donc ce sont simplement des éléments essentiels. Chaque situation doit faire l'objet d'une étude approfondie. Lorsqu'on s'expatrie, que ce soit aux Émirats Arabes Unis ou ailleurs, on a souvent tendance à penser qu'il suffit de passer plus de 183 jours dans un autre État pour se soustraire à toute obligation fiscale française. Ce n'est malheureusement pas aussi simple. Avant d'estimer à tort que vous n'êtes plus soumis aux impôts français, vous devez faire une étude de votre situation et déterminer votre résidence fiscale. Pour cela, il faut d'abord s'appuyer sur 4 critères qui sont déterminés par le Code général des impôts et qui sont au nombre de 3. Ces critères sont alternatifs et non pas cumulatifs, c'est-à-dire qu'il suffit qu'il y en ait un seul qui soit rempli pour que vous soyez résident fiscal français et donc soumis aux diverses impositions françaises. L'un des critères est celui du foyer ou du lieu de séjour principal en France. Si vous passez un certain nombre de jours, plus de 6 mois en France, vous allez être considéré comme un résident fiscal français et vous devrez donc répondre à toutes les obligations qui en découlent. Si vous ne passez pas plus de 6 mois en France, mais que votre activité professionnelle dominante est en France, vous demeurez un résident fiscal français. Et donc, même si vous passez 363 jours par an aux Émirats Arabes Unis, mais que 99% de votre activité est en France, vous devrez payer l'impôt conformément à la législation française. À nouveau, si vous êtes aux Émirats Arabes Unis, que vous avez votre famille là-bas, que vous avez une partie de votre activité professionnelle là-bas, mais que le centre de vos intérêts économiques, c'est-à-dire que la source majeure de vos revenus est française, vous demeurez, encore une fois, résident fiscal français et vous êtes donc tenu de payer l'impôt conformément à la législation française. Dans la plupart des cas, vous êtes entre les deux. Vous êtes à la fois résident fiscal français, selon la définition que l'on vient selon les critères que l'on vient de déterminer, mais également résident fiscal émirati, puisque la résidence fiscale émirienne est définie assez simplement. Il suffit d'être, je simplifie, d'être domicilié aux Émirats Arabes Unis pour être considéré comme un résident fiscal là-bas. La convention bilatérale signée entre l'État français et l'État des Émirats Arabes Unis prévoit une solution pour trancher ce conflit. Dans l'hypothèse où vous êtes entre les deux résidences, on va prendre un certain nombre de critères qui, cette fois, sont hiérarchiques, c'est-à-dire qu'on va les prendre un par un pour déterminer quelle est votre résidence fiscale. Admettons que vous soyez entre les deux et qu'on hésite, on va d'abord se demander où est votre foyer d'habitation permanent. Si au terme de cette réflexion, on se rend compte que votre foyer d'habitation permanent est aux Émirats Arabes Unis, on va considérer que vous êtes résident fiscal émirien et donc, en tant que tel, soumis au régime fiscal émirien et non pas exonéré de toute imposition fiscale française, mais est imposé au titre de l'imposition concernant les non-résidents fiscaux français. Donc, ces critères sont au nombre de 4. On a le critère du foyer d'habitation permanent. Si celui-ci est insuffisant, on va s'intéresser au centre des intérêts vitaux. Si celui-ci est à nouveau insuffisant, on s'intéresse au lieu de séjour habituel. Et enfin, si on n'arrive toujours pas à trancher, on regarde quelle est votre nationalité. Si vous êtes de nationalité française, on considérera que vous êtes résident fiscal français. Lorsque vous changez de résidence fiscale, admettons que vous soyez installé aux Émirats Arabes Unis il y a quelques jours, vous avez un certain nombre d'obligations vis-à-vis de l'État français. Vous ne pouvez pas simplement partir et considérer que le fisc français ne vous connaît plus. La première chose à faire, c'est d'informer votre centre des finances publiques de votre nouvelle adresse. Cela se fait via un formulaire, c'est assez simple, c'est le formulaire 2042, vous les informez de votre nouvelle adresse. Ensuite, pour les personnes qui s'expatrient et qui deviennent résidents fiscaux des Émirats Arabes Unis,
mais qui ont encore des revenus de source française, il y a encore à ce moment-là des obligations. Il faut les déclarer. Il faut les déclarer et on va voir dans quelques instants comment est-ce que ces derniers seront imposés. Sur les personnes qui s'expatrient aux Émirats arabes unis mais qui demeurent résidents fiscaux français, là aussi, il y a un certain nombre d'obligations à remplir. Donc, les obligations classiques avec les revenus français, mais aussi les revenus mondiaux, c'est-à-dire les revenus issus de sources émiriennes. Donc, si vous êtes résident fiscal français, mais que vous avez des revenus qui proviennent des Émirats arabes unis à travers une société, des dividendes ou encore des revenus locatifs, vous devez les déclarer dans votre revenu fiscal française. Pour l'imposition des non-résidents fiscaux français. Donc, comme je vous l'ai dit, vous devez quand même déclarer vos revenus de sources mondiales. Attendez, hop, je vais un petit peu vite. Pour les résidents fiscaux français, vous devez quand même déclarer vos revenus de sources mondiales. Donc, si vous avez des revenus qui proviennent des Émirats arabes unis, vous les déclarez et ces derniers font l'objet d'une imposition particulière. C'est-à-dire qu'ils vont être pris en compte dans votre base d'imposition. Toutefois, en vertu de la convention qui a été signée entre la France et les Émirats arabes unis, pour éviter une double imposition, on va vous donner un crédit d'impôt. Ce crédit d'impôt s'applique sur la base de l'impôt français qui devrait être payé à cause des revenus émiriens. Ce que je dis est vraiment spécifique à la convention franco-émirienne. Cela ne vaut pas pour d'autres conventions. Donc, si vous avez des revenus d'un autre État, c'est un autre raisonnement qui s'applique. On a par exemple le Sultanat d'Oman qui, lui, prévoit que le crédit d'impôt ne peut être appliqué que s'il y a eu une véritable imposition. Vous le savez, Mouhedine va en parler dans quelques instants, il y a très peu d'imposition aux Émirats arabes unis. Donc, on ne peut pas enlever de l'impôt français l'impôt qui a été payé aux Émirats arabes unis, puisque dans la plupart des cas, il n'y a pas d'impôt qui a été payé. Néanmoins, on considère en vertu de cette convention qu'il y a un impôt fictif qui a été payé, et donc cet impôt sert de base à la déduction du crédit d'impôt. Ensuite, pour les personnes qui sont résidentes fiscales aux Émirats arabes unis, mais qui ont encore des biens en France ou des revenus quels qu'ils soient, il faut là encore les déclarer. Néanmoins, ils ne sont pas déclarés comme des revenus d'un résident fiscal, mais ils sont déclarés comme des revenus de non-résidents. Donc là, on a un barème spécifique qui s'applique. Ce barème est de 20% pour les revenus inférieurs ou égaux à 28 797 et de 30% pour l'ensemble des autres revenus. Vous pouvez, si vous le souhaitez, demander à ce qu'un taux moyen calculé sur l'ensemble de vos revenus mondiaux soit appliqué. C'est une option et c'est une option qui, bien entendu, n'a d'intérêt que si vous faites le calcul et que vous vous rendez compte que cela est plus intéressant pour vous. Rapidement, je crois qu'il me reste 2 minutes. Je voulais qu'on fasse un petit cas pratique. Monsieur X, qui est un entrepreneur français, qui est résident fiscal en France et qui a une société aux Émirats arabes unis. Donc là, est-ce que on va peut-être essayer de vous faire participer? Est-ce que quelqu'un peut rapidement m'expliquer sa situation fiscale? Oui. Sans que les de faire de ces amours, Ouais, tout à fait. avant du. Et donc, ce qui est résident fiscal français, ouais, ça. Il paye ses impôts effectivement normalement. Et pour les revenus issus de la société, il devra les déclarer. Non. Alors, ils seront déclarés aux Émirats, bien entendu, mais il devra aussi les déclarer en France. C'est évidemment c'est ce que je disais. Même si ces revenus ne sont pas de source française, quand vous êtes résident fiscal français, vous devez déclarer l'ensemble de vos revenus mondiaux. Donc, ces revenus sont déclarés et ils font ensuite l'objet d'un crédit d'impôt. Mais ils doivent impérativement être déclarés. Oui. À partir de 6 mois et un jour, on est eu Ciméra. On était. Non, justement, c'est ce que je disais.
C'est une erreur qui est communément faite. On a tendance à penser qu'il suffit de passer plus de 183 jours dans un État pour ne plus être résident fiscal français. Mais je vous expliquais qu'en réalité, il y a trois critères qui sont pris en compte. Et donc, même si vous passez plus de 6 mois dans un autre pays, mais que vous continuez à avoir des revenus majoritairement de source française ou que votre foyer d'habitation est encore en France, c'est-à-dire que vous avez vos enfants, votre époux ou votre épouse qui est encore en France, le fisc français va considérer que vous êtes résident fiscal et qu'en tant que tel, vous devez remplir vos obligations fiscales françaises. C'est pour ça que si je devais terminer sur un conseil, je dirais à toutes les personnes qui souhaitent vraiment se soustraire à toute obligation fiscale française, je leur conseillerais de faire en sorte de ne plus avoir d'attache en France. Parce que lorsque on va essayer d'estimer votre résidence fiscale, tout à l'heure je prenais l'exemple de la balance, on va prendre une balance, d'un côté on va mettre tous les intérêts que vous avez aux Émirats Arabes Unis, de l'autre on va mettre tous les intérêts que vous avez en France. Si la balance côté français pèse un peu plus lourd, on va naturellement estimer que vous êtes résident fiscal français et donc en tant que tel soumis à l'impôt français. Et donc le projet que vous avez peut-être en tête initialement de vous soustraire à toute obligation fiscale française va tomber à l'eau. Okay. Alors, on aura une petite session de questions-réponses. Je vais laisser la parole à Mouedine qui va revenir sur la fiscalité cette fois-ci côté émirienne. Et si vous avez des questions, vous les poserez à la fin. Et puis, je suis dans les parages de toute façon. Une question? Allez. OK. Une question. Je vous en prie. Oui, en résumé, si je suis résident fiscal d'Émiratie, je n'ai aucune attache avec la France, ni bien immobilier, ni famille, ni scolarité, ni rien. Je suis totalement aux Émirats. Je dois déclarer en France que les revenus en France. Si je n'ai pas de revenus en France, que je n'ai que... Exactement. Tout à fait. Alors, je jugerai à la fiscalité française. Oui, dans ce cas de figure-là, oui. Bah. Allez. Sonia, avoir une activité que des revenus sur plusieurs pays de la vérité. Hein? Qu'à partir de quel pourcentage il y en a qui sont payés en France que c'est fou. Ouais, je pense que Max, t'en es là pas. Est-ce que ma part quand j'ai décidé mais que on dirait qu'elle me dit bon. C'est pas en fonction du pourcentage. C'est vraiment en fonction de votre résidence fiscale. Donc même si vous êtes, tout dépend où est-ce que vous habitez, où est-ce que la société. Encore une fois, c'est pas un pourcentage, c'est en fonction de. Si tu l'aurais dit pas, mais il y a un résidence. Ce qu'on dit mais il faut tester ça. Parce que alors, comme c'est un cas très spécifique, si vous voulez, on peut en discuter après pour laisser la parole à Mouedine. Bon, bah, De toute façon, Sabrina, je pense qu'elle a besoin d'une journée pour vous expliquer, ou 2 jours, et elle aura toujours pas le temps parce que c'est tellement complexe la fiscalité française et c'est du cas par cas. Là, elle a essayé juste de donner les plus grandes lignes, mais chaque cas est différent. Et là, je pense que je vous invite à parler avec elle directement. Vous m'entendez pas? Là, c'est mieux? Ah ouais, ça change. Très bien. Bonjour à tous. Je vais... les slides, je vais pouvoir les tourner directement ici. Voilà, ça c'est moi. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous êtes conscient ou vous avez compris que les Émirats, c'est pas uniquement une destination pour les vacances, mais c'est vraiment un game changer pour votre business. Et si les Émirats, ils ont réussi à avoir ce statut-là, c'est parce que c'est aujourd'hui, on peut la considérer comme une terre d'opportunités pour les entrepreneurs. Et ce statut-là, c'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit du travail gouvernemental qui a été mis en place pour encourager les personnes à venir dans ce pays-là. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer c'est quoi le package que les Émirats ils ont réussi à mettre en place
pour avoir ce statut-là. On connaît tous une personne dans notre entourage qui a quitté la France pour les Émirats. Soit on le connaît personnellement, soit on le connaît à travers les réseaux. Et cette décision qui a été prise par ces gens-là, c'est pas juste pour la beauté des Émirats, mais surtout parce que les Émirats peuvent offrir pour eux. Et là, oublions les clichés. Ne pensez pas que les Émirats, c'est uniquement une histoire de fiscalité. Les Émirats, c'est vraiment un changement de vie, un changement professionnel et un changement dans notre business et dans les rencontres qu'on peut faire dans ce pays-là. On va commencer d'abord par la première raison qui est aujourd'hui, disons, un des leviers qui a permis aux Émirats de se développer, c'est la fiscalité. Et pour vous donner rapidement un exemple, là, j'ai illustré avec ce graphique-là. Et là, vous pouvez voir que la partie noire, c'est ce que vous devez payer à l'État si vous générez du résultat en France. Et la toute petite partie rouge, c'est ce que vous devez reverser à l'État émirien. Là, on voit parfaitement que votre premier associé en France, c'est l'État. Vous donnez presque la moitié de ce que vous gagnez à l'État français. Alors qu'aux Émirats, c'est pas le cas. Cet argent-là, vous pouvez l'utiliser pour la réinvestir dans votre business et pour se développer. On commence par la TVA. La TVA, vous la connaissez tous. Dès que vous faites un petit achat dans le supermarché, vous payez 20% de TVA. Cette TVA aux Émirats, elle est uniquement de 5%. Donc, on a uniquement 5% de TVA en France, aux Émirats, sur tous les achats que vous allez réaliser au quotidien et sur le business aussi que vous allez vendre au quotidien. L'impôt sur les sociétés. En France, on parle de 15 et de 25%. Aux Émirats, c'est entre 0 et 9% en fonction des seuils. Et cet argent-là, c'est de l'argent que vous pouvez réinvestir dans votre business et que vous pouvez développer votre business avec. L'impôt sur le revenu, c'est l'impôt que vous allez payer dès que vous touchez de l'argent à titre personnel. C'est très simple. Aux Émirats, aujourd'hui, il n'y en a pas. Ce que vous gagnez, le brut égale le net. Il n'y a aucune charge sociale, il n'y a aucun impôt sur le revenu, il n'y a aucune obligation de cotisation à la fin de chaque trimestre ou à la fin de chaque année. Pour illustrer un peu ça, je vais donner un petit cas pratique en partant du principe qu'une personne va facturer 100 000 euros avec sa société. En France, je pars du principe que les 100 000 euros, c'est votre résultat. Partons du principe, pour simplifier, que vous n'avez pas de charge. Donc, vous allez facturer 100 000 euros, vous allez payer de l'impôt sur les sociétés en France, à peu près 20 000 euros, et dès que vous allez vouloir vous verser des dividendes, vous allez payer la flat tax de 30%, ce qui est à peu près de 23 000 euros. Donc là, on regarde ce qui vous reste dans votre poche, c'est environ 50 000 euros. Donc, vous avez quasiment payé 50% de ce que vous avez encaissé. Aux Émirats, aujourd'hui, vous créez votre société, notamment avec le groupe, avec Frison Ajman et avec Clémenceau. Vous faites un chiffre d'affaires de 100 000 euros. Ce qui vous restera dans la poche, c'est 100 000 euros. Donc, il n'y aura aucune imposition et aucune charge fiscale. Vous allez me dire, oui, mais on a parlé d'un impôt de 9%. L'impôt existe, mais il y a des seuils pour qu'il soit appliqué. La première chose, aujourd'hui, avec la législation locale, il y a une niche fiscale. Si vous ne dépassez pas 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui représente à peu près 750 000 euros, ça veut dire à moins de 750 000 euros de chiffre d'affaires, vous n'allez pas avoir d'impôt à payer. Et ça, c'est jusqu'à 2027. Donc là, partons du principe maintenant de quelqu'un qui gagne 1 million d'euros. De la même manière, en France, il lui reste 500 000 euros environ, 50% d'imposition globale. J'ai fait abstraction de plusieurs calculs, mais c'est juste pour simplifier. Aux Émirats, il va payer ses 9%, sachant qu'il y a une tranche qui n'est même pas imposable, et on voit qu'il lui reste à la fin 900 000 euros. Cet argent-là et cette différence-là, c'est vraiment de la trésorerie que vous pouvez réengager et réinvestir dans votre business et de vous développer. Donc ça, c'est le premier volet qui est très important, qui fait partie du package dont je vous parlais au début, pour venir aux Émirats, mais on n'a pas que le côté fiscal. La deuxième raison que moi, personnellement, j'ai adoré, et elle m'a permis de vraiment me développer, c'est quand l'expérience fluide pour les entrepreneurs.
tout ce que vous allez engager aux Émirats, que ce soit une démarche juridique, que ce soit une inscription administrative, que ce soit l'achat d'un bien, que ce soit un papier que vous devez faire, tout se fait rapidement et ça va vous permettre vraiment d'aller plus vite et avoir le temps de vous concentrer sur votre business. Les affaires se font très rapidement. Partez des principes que les Émirats, c'est un pays où il n'y a que des étrangers, 90% d'expatriés. Ils ont tous le même mindset que vous. Ils sont là pour se développer, ils sont là pour créer du lien, ils sont là pour faire du business. Donc vous vous retrouvez dans un écosystème qui est assez complet et qui va vous permettre encore plus de développer votre business. Alors ça, c'est un sujet qui est vraiment d'actualité aujourd'hui, avec tout ce qui se passe en France. Aux Émirats, on ne parle pas de gilets jaunes, on ne parle pas de que tout est fermé parce que la loi n'est toujours pas passée. On ne parle pas d'instabilité. En France, on n'est pas à l'abri d'un changement de loi juste parce qu'il y a un nouveau parti politique qui est passé au pouvoir. Et ça, là, vous pouvez me dire c'est quoi le lien avec le business, mais il y a un vrai lien avec le business parce que cette instabilité-là, la loi qui peut passer à tout moment, les changements des taux qui peuvent arriver à tout moment, ça peut vraiment impacter votre business. Là, aujourd'hui, on est en janvier. Et on ne sait toujours pas quel impôt on va payer sur 2024, sur 2025, ce qui est quand même impressionnant. Aujourd'hui, on n'a pas ça aux Émirats parce que les décisions ils sont centralisées et il n'y a pas de débat politique, il n'y a pas de parti politique. On n'est pas sur ce schéma-là. Les décisions ils sont prises assez rapidement. Et la conséquence de ça, c'est que les Émirats ils ont toujours une longueur d'avance. Tout simplement, la décision elle est prise très rapidement. On n'a pas besoin de faire voter les lois au Sénat, au Parlement. On n'a pas besoin de débat pendant plusieurs mois. La décision est prise rapidement et c'est ça qui permet aux Émirats d'avoir toujours une longueur d'avance sur toutes les décisions qu'ils sont en train de prendre. Et ça impacte également votre business parce que dès que vous êtes dans un milieu de la tech, le milieu de la crypto, les décisions sont très rapidement faites. Tout est légalisé assez rapidement. Le cadre juridique des opérations est donné très rapidement et vous, ça vous impacte clairement votre business. Maintenant, on va parler un peu de temps. Le timing est très important. Donc moi, j'accompagne des centaines d'entreprises françaises dans leur installation. Et le timing, pour moi, est très important. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes là, c'est parce que vous avez dans un coin de votre tête que les Émirats, c'est la destination qui va vous permettre de vous développer personnellement, professionnellement. Mais juste posez-vous la question, est-ce que vous êtes capable de le faire aujourd'hui? Et si vous êtes capable de le faire aujourd'hui et vous n'avez pas une barrière qui est importante et vous avez cette chance de pouvoir le faire, ne perdez pas le temps. Faites-le et faites-le dès maintenant. Parce que le meilleur moment, c'était hier et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Donc, si vous n'avez pas de barrière, là, ce matin, j'ai parlé avec une personne qui est ici dans la salle. Il va se reconnaître et il m'a parlé qu'il voulait s'installer sur Dubaï, sur les Émirats. Et je lui ai dit, alors, c'est quoi qui te bloque aujourd'hui? Il m'a dit... ma copine, elle a un cheval, et du coup, on ne sait pas quoi en faire. Pour moi, ça, c'est pas une vraie raison, c'est une raison psychologique. Donc, essayez de vous poser avec vous et de vous dire c'est quoi qui me bloque aujourd'hui. C'est le côté familial, c'est le côté personnel, c'est le côté financier. Et si vous enlevez la barrière psychologique, faites le pas. Moi, je m'amuse tout le temps, dès que j'ai des calls avec mes clients, à leur poser la simple question. Dès qu'ils me disent oui, j'ai un projet pour venir aux Émirats dans les 2 ans. Et là, je prends un malin plaisir de lui poser la question, mais pourquoi dans 2 ans? Pourquoi pas aujourd'hui? Et dans 90% des cas, j'ai en face un blanc parce que juste l'être humain, il a besoin de se rassurer et de se donner une date qui va lui permettre de se rassurer sur son futur et se dire « je vais aller aux Émirats », mais en même temps, ça va le laisser dans sa zone de confort pour ne pas actionner aujourd'hui, mais dans 2 ans. Donc posez-vous la question, je suis capable de le faire. Et si vous êtes capable de le faire, c'est une énorme chance qui existe aujourd'hui, qui peut-être qu'elle ne va pas exister demain. Donc, prenez un petit moment avec vous-même et sachez que le meilleur moment, c'est aujourd'hui et c'est pas dur. C'était tout pour moi. Je vous remercie. Si vous avez des questions... J'en ai 2. Merci beaucoup d'ailleurs pour toute l'explication. On nous a parlé justement d'un seuil de 375 000 AED qui serait incompressible pour avoir les 9% justement d'imposition. Vous n'en avez pas parlé? En fait, j'ai remplacé le seuil de 375 000 AED par 100 000 euros parce que c'est à peu près la même valeur. Et c'est le seuil de 100 000 euros qui est à 0%. C'est pour ça, dans mon exemple de 100 000 euros, il n'y avait pas d'imposition.
parce qu'on n'a pas dépassé le seuil des 375 000 AED. Donc 100 000 euros, si vous faites 100 000 euros de résultat, ce qui représente à peu près 315 000 AED en fonction des taux de change, on n'a pas d'imposition. Donc si vous faites 200 000, vous allez être imposé sur 100 000 et les autres, c'est cadeau du gouvernement. Il a posé la question, vous avez peut-être pas. La question, c'est concernant les DGCSO, vous avez dit que c'était jusqu'à 2027. Alors, on n'est pas à l'abri d'avoir. Oui, la loi, on la connaît déjà. Je vais la répéter. Donc, elle pose la question sur ce que j'ai dit jusqu'à 2027 sur les 3 millions d'AED. La législation est déjà très claire. L'impôt sur les sociétés a été mis en place aujourd'hui. Ils ont dit que jusqu'à 2027, si vous faites 3 millions d'AED de chiffre d'affaires, vous n'êtes pas imposé. Mais après 2027, là, on va rentrer dans les 100 000 euros dont on a parlé après. Donc aujourd'hui, si vous faites, je prends un exemple, vous faites 750 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui représente à peu près 3 millions d'AED, zéro impôt jusqu'à 2027. 1er janvier 2027, ça veut dire fin 2027. Là, on a les 9% qui vont s'appliquer. Ça veut dire on connaît déjà ce qui va se passer. C'est une niche fiscale qui existe pour les 2 prochaines années, mais après, on connaît déjà ce qui va se passer par la suite. Vous avez d'autres questions? Oui? Vas-y, Mais, merci pour la présentation très, très claire, très, très concrète. Dans le comparatif avec la France, vous avez parlé de l'instabilité économique et au niveau des lois en France qui est réelle, mais il me semble qu'il y a quelques mois, il y avait un projet de loi en France qui pouvait impacter les Français aux Émirats en les soumettant à la fiscalité française, même s'ils habitent aux Émirats. Donc est-ce que ce risque est réel? Parce que quand on base notre décision de s'installer sur les avantages fiscaux et que ça tombe à l'eau du jour au lendemain, bah, c'est quand même dommage. Donc est-ce qu'on peut faire comme les États-Unis, les citoyens américains à l'étranger? Donc oui, effectivement, il y avait ce sujet qui a été débattu dans le Parlement, mais j'ai écrit un article là-dessus. Heureusement, ce n'est pas passé, donc il n'y a pas d'impôt universel aujourd'hui, et c'est quand même assez compliqué de le faire voter parce que on doit le faire voter au niveau européen. Donc aujourd'hui, ce sujet n'est pas d'actualité. Est-ce qu'on est à l'abri? La réponse est non. Mais par contre, dans tous les cas, cette loi, comme elle a été formulée, c'était les personnes qui ont quitté la France dans les 10 dernières années qui allaient être impactées. Donc, ils voulaient faire d'une manière rétroactive. Est-ce qu'on est à l'abri? Non. Est-ce que c'est facile que cette loi soit mise en place? La réponse est oui. La réponse est non, pardon. C'est très compliqué de la mettre en place et c'est pour ça qu'elle a été rejetée. Mais en tout cas, si j'ai un conseil à vous donner, si vous voulez avoir votre liberté fiscale et vous détacher de ça, le plus simple, c'est d'essayer d'anticiper ces changements de réglementation et essayer de vous expatrier le plus tôt possible pour être à l'abri de ce changement de loi. On va arrêter les questions parce que là, on a le DG. Oui? Il faut continuer. D'autres questions alors? Vous avez d'autres questions? Qui a une autre question? Personne? Oui. Bon. Moi, si j'ai une question sur la BCID, c'est plus, vous avez parlé de free trade zone et de zone plus mail-up. Si vous mettez en free trade zone, c'est plus pour l'activité internationale et en mail-up, c'est plus pour une activité locale. Puis, si on veut avoir une activité locale et internationale, et de savoir est-ce qu'il y a un avantage de s'installer aux Émirats si on veut avoir une activité Moyen-Orient. Oui. Est-ce qu'il y a des apports à des pays limitrophes? Est-ce qu'on peut avoir une activité depuis Dubaï dans des pays limitrophes? Et j'ai vu qu'il y avait une présentation de Ajman de Taito en disant que c'est une ouverture vers l'Asie. Est-ce qu'il y a des accords avec les pays asiatiques? Très bien. Est-ce qu'il peut y avoir une activité et là, la question que j'ai, c'est est-ce que je m'installe à Reden ou à Un quoi? pour une activité en Asie, est-ce que je dois m'installer à... Ok. Oui, je vais expliquer ça rapidement. Ajman, elle a l'avantage d'être ce qu'on appelle une designated free zone. Donc Ajman, la free zone de Ajman, c'est pas considéré, c'est dans les Émirats, mais c'est quand même considéré hors Émirats. Je m'explique. Imaginons, on importe des produits d'Europe et on les vend en Asie. Normalement, c'est le contraire, mais imaginons, on fait ça. Quand la marchandise, elle va arriver à Ajman, elle va pas payer de douane. Ça veut dire, imaginons, on va acheter pour 1 million d'euros, la marchandise, elle va être stockée à Ajman, dans le port de Ajman, et il n'y aura aucune imposition. Et quand elle va sortir pour partir en Asie, de la même manière, il n'y aura aucune imposition. C'est comme si Ajman, c'était une plateforme qui est au milieu, mais ce n'est pas considéré comme les Émirats parce que la marchandise n'est pas rentrée dans les Émirats. Donc, ça reste une zone à 0%. Donc, prenons l'exemple. On a acheté pour 1 million d'euros d'Europe, on vend en Asie. La marchandise va venir à Ajman, elle va rester là, elle ne va pas être imposée, elle ne va pas être taxée, et elle va repartir en Asie. Donc, Ajman vous donne la possibilité d'être un hub au centre entre l'Asie et l'Europe. La marchandise qui passe par Ajman, elle reste dans le port de Ajman sans qu'elle soit imposée. Pas de custom, pas de TVA.
c'est quand que vous allez avoir les customs et les TVA, c'est uniquement si vous faites rentrer la marchandise et vous la vendez sur le sol émirien. Est-ce que ça répond à ta question? Ouais, ça répond à la question. Peut-être dernière question. En termes de page administrative, les mots, c'est marrant. Tout est en anglais. Il y a les deux langues, en arabe et en anglais. Mais dans tous les cas, en passant par Nouria, c'est elle qui va s'occuper de toute la partie relation avec la Freezone parce qu'elle maîtrise le process et c'est un partenaire certifié de la Freezone. Donc vous allez finalement parler en français et pas en anglais. Elle va vous envoyer des documents que vous allez signer qui vont être écrits en anglais, mais elle va vous les expliquer. Et c'est pas une charge pour vous. C'est Nouria qui va s'occuper de toute la partie administrative. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, pour le DG. Allez, très bien. Yes, I just one question. How the UAE government is planning the next huge flows of the people coming into UAE. It's a very small country. How is UAE government is planning this in profit loss? Well, the UAE government, the UAE as a country is still a country that is 52 years old. And the aspiration of the country is to build a truly and genuinely a dream country that can fit everyone globally. Now, how are we going to accommodate this? If we look at the population of the United Arab Emirates now, the population is about 10 million. And the plan is to double this population in the next 20 years. So if you look at the developed part of the country versus the non-developed part, it is still less than 10%. So there are rooms for expansion and development in a much, much greater way. The plan is to build a country that has the highest level of knowledge workers. Because what we're building, we're building a knowledge and creative-based economy. In order to develop a knowledge and creative-based economy, you can do it two ways. Either you can grow it organically by investing and training the people and developing the people, or you do it inorganically by acquiring people, inviting people to come from the international world and to give this, in this 21st century, with all what's happening around the world, people really need to see that beacon of hope. And the UAE is trying to be that beacon of hope where it gives that model where people internationally can live in peace, can do good deeds, and from UAE they can flourish and grow to everywhere globally. The United Arab Emirates is signing, for example, what we call the Comprehensive Economic Partnership Agreements. We started this program a couple of years ago. Now we have signed with 24 countries where you can seamlessly trade from the UAE to these 24 countries. The difference between the United Arab Emirates to Hong Kong to anywhere else in the world is that we are a government, but we operate, our spirit is like your spirit, the spirit of entrepreneur. We believe in one thing: whatever is good for business is good for UAE, not the other way around. So it's the mindset. And we want to build the best country. And in order to build the best country, you have to have the best regulation, the best infrastructure, the best safety, the best education, the best healthcare. And it's a journey. We're getting there. We're building it. In a short span of 50 years, we moved from a desert. Yesterday, I was walking with Zubair and I said, France had this more than 200 years ago. And we were on camels moving from one place to one place. And now the UAE is becoming the place where it's nice to be for everyone globally. The biggest example is me present here with you today. I run a government organization and I'm standing before you here, promoting and inviting all of you to explore the United Arab Emirates as a destination where you can have your dream becomes reality.
And the role of the government is to pave the way for you, to create success story for you, to help you to succeed. That's what we want. In the year 2000, we did, as a government, we did the largest brainstorming session globally, where the entire government were meeting over Teams and Zoom. We called it the 50 years brainstorming session. And the idea was very simple. The question was, after 50 years from now, so this is 2070, the international people who are living in Dubai, they were asking us, do you think they will become UAE nationals? Like Canada, like certain part of Europe, like America? And the answer was, of course, yes. They will become UAE nationals. So to answer your question, a lot of people who are living in the country now, the international community, are going to become UAE citizens. So it's very difficult to be a UAE citizen today. As of now. Now, no, it's not possible. So, Yeah. but it will be. It will be possible in the future, yes. So let me know when. I'll add you to the waiting list. But you see, this is a big change. You know, this is a big change in a country, and you cannot do it just all of a sudden. So we're doing it gradually. We started something that is called the Golden Visa, okay, which is a 10 years visa. Now, and this was a test. This is a test to the society. This is a test to the business, and it was succeeded. So gradually, you know, things are going to change. Like 3 years ago, we gave the nationality to 200 people who made difference globally. Again, this was a test. How is the public going to react? And the public reacted positively. So these changes, you know, it's like you're baking a nice cake. It has to take its time, you know. So these changes are going to come, but it will come gradually. And to answer your question, I think within the next 10 years, there is going to be a very, very clear mechanism for people who want to become Emirati citizen on how to avail that. So I'll let you know. Very good. Yeah, c'est bon, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais là je pense qu'on est bon. S'il y a une autre question, c'est maintenant. Non? Je laisse... Merci pour la présentation, Jacques. Et juste pour réparer un peu des implantations des produits à même présent, juste pour si avant d'étudier l'argent, il y a la TVA de 5% ou alors c'est un autre pourcentage. Non, c'est si vous vendez les produits à l'intérieur des Émirats, Ajman inclus, bien évidemment, il y a 5% de TVA qui va être appliqué à ce moment-là. Mais si vous achetez vos produits, vous les stockez à Ajman et après vous vendez ailleurs, là, 0% de TVA. D'autres questions? Peut-être pour Nouria par rapport à sa présentation ou pour le DG ou Sabrina sur la fiscalité? Non? Tout a été clair? Tout a été bien présenté? Ah oui, là. I have a general question. As you said that you are running the country as a company, what's the business model? We are the products. Yeah, it's actually a very, very good question. The business model is to create a platform for the global countries. It's a gateway, it's a stepping stone for companies like you, small, medium-sized, startup, entrepreneurs, freelancer, dreamer, and large multinational companies to use the United Arab Emirates as a gateway for businesses internationally, as a stepping stone for you to do your business internationally. This is why we have signed a comprehensive economic partnership agreement with so far 24 countries, and we're gonna sign it globally. We are part
We have joined the BRICS group of countries. So we're actively and aggressively paving the way, creating the tools for you businesses to succeed. Our role as government is to create the tool for you. It is up to you to use them or not. Nobody will spoon feed you. You know, we say, we'll bring the horse to the water, but it is up to the horse to drink the water. So we'll create the climate, we'll create the environment, they will create the business infrastructure to give you the right start of your business. So the business model is the UAE is the gateway. Est-ce que tu peux à jour certains meilleurs Alors, concernant les premières questions en anglais, M. Zerouni a demandé quels étaient les plans pour pouvoir accueillir toute cette population, puisque quand on regarde le plan des Émirats Arabes Unis, ils veulent doubler la population d'ici 2040. Donc, le directeur général a expliqué que quand on observe les Émirats Arabes Unis, il y a uniquement 10% des terres qui ont été exploitées et créées et qui restent forcément encore beaucoup de place pour créer ces opportunités-là. 10% aussi, toi. Ça, c'est pour la première question aussi par rapport au... Et pour la deuxième question, donc il demandait si ils avaient un plan pour pouvoir mettre à niveau la population émiratie avec la population étrangère, parce qu'aujourd'hui, les Émiratis représentent uniquement 10%. Tout le reste sont des expatriés. Donc le DJ expliquait qu'ils vont graduellement instaurer des nouvelles réglementations. Ils ont commencé avec le visa de 10 ans, donc le Golden Visa, et petit à petit, dans un avenir certain d'une dizaine d'années, commencer à octroyer la nationalité émirati. Ils ont déjà eu des cas où ils ont offert cette nationalité à 200 personnes. Donc j'ai pas d'exemple précis, mais je sais qu'autour de moi, il y a eu des grands sportifs, des grands médecins, des personnes qui ont eu un impact très fort pour les Émirats Arabes Unis, qui se sont déjà vus octroyer cette nationalité, et qu'il expliquait que forcément, c'était des process et des mécanismes qui prenaient énormément de temps, mais qu'ils étaient forcément en train d'y réfléchir, et qu'ils avaient d'ailleurs eu le plus grand brainstorming sur ce sujet-là au monde pour répondre à cette... c'est pas une problématique, mais c'est vrai que la population étrangère est beaucoup plus importante. Et la question de monsieur, c'était, puisque le DJ a expliqué que finalement, les Émirats Arabes Unis, c'était une grande entreprise et qu'ils étaient eux-mêmes entrepreneurs en tant que dirigeants du pays. Et donc, vous avez demandé où était le business plan. Donc, il expliquait que leur business plan, c'était de devenir un hub central pour le business, être une gateway pour l'Asie et attirer de plus en plus d'entrepreneurs qui fassent du business interne ou externe aux Émirats, mais que ce soit vraiment la place centrale pour le business mondial.